Bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Aujourd'hui, c'est une chronique d'Emmanuel Iger qui vous attend, la 17e. Mais avant de vous laisser en sa compagnie, j'avais envie de lui rendre un petit hommage puisqu'aujourd'hui, cela fait 10 ans qu'elle a débuté son activité, ouvert son site internet lesmotsclés.com. Et puis, on lui connaît la richesse de tout ce qu'elle écrit autour du tarot. Lire le tarot avec le Rider-Waite, c'était le livre référence, c'est elle qui a amené le Rider-Waite-Smith en France et c'est avec ce livre que j'ai appris le tarot, que j'ai trouvé de la clarté et c'est avec, la formation d'Emmanuel que j'ai décidé effectivement de me former et c'est encore mon mentor aujourd'hui et quand j'écoute ses chroniques, j'apprends encore énormément de choses. Et voilà, je la remercierai, jamais assez d'avoir accepté déjà d'être la marraine du festival, d'être là chaque année, de me soutenir dans cet événement. C'est toujours pour moi une grande chance, de pouvoir partager, des choses autour du tarot, cette passion du tarot avec elle. Et voilà, n'hésitez pas à lui envoyer, des likes, de l'amour, sous, ses posts et sous cet épisode, notamment. Voilà, je vous laisse avec elle, avec cette chronique sur, comment placer ses cartes et la géographie du tirage. Encore une chronique pépite et je vous dis à très bientôt sur le magicien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la façon dont on place ses cartes dans un tirage, la géographie du tirage. Quand on apprend le tarot et qu'on travaille les tirages, il y a une question qui revient vraiment très très régulièrement. Comment est-ce qu'on sait comment placer ses cartes? Où est-ce que je mets mes cartes? Sur les réseaux, dans les livres, dans le coffret 78 tirages de tarot, vous pouvez trouver plein de méthodes pour placer vos cartes, comme le tirage de sa main, le tirage de la pleine lune, le tirage pour passer à autre chose, tout ça. On vous propose à chaque fois des méthodes de tirage adaptées aux différentes questions que vous pouvez vous poser. Et il y en a vraiment beaucoup parce qu'il y a une infinité de tirages possibles. Quand on regarde une méthode de tirage, c'est toujours la même chose. On vous donne une liste d'emplacements et on vous demande de placer les cartes d'une certaine manière dans l'espace, donc en haut, en bas, sur le côté, en suivant un schéma qui vous est donné sur une image. Donc vous comprenez qu'il faut placer la première carte à tel endroit, la deuxième carte à tel autre endroit, etc. Et quand vous avez posé toutes vos cartes selon la disposition qu'on vous a donnée en modèle, alors vous pouvez lire votre tirage. Et donc la question qui revient, c'est si moi je veux tirer mon propre tirage, comment je sais où placer mes cartes? Donc pour ceux qui savent déjà, ça peut paraître tout simple, mais c'est une question qui revient et qui est légitime, parce qu'en effet, quand on vous propose une méthode de tirage, on ne vous explique pas comment on l'a réalisée. Parce que la méthode n'est pas là pour vous apprendre à créer un tirage, elle est là pour vous donner un tirage déjà tout fait que vous ayez juste à appliquer. Donc on ne va pas, en une image, vous expliquer pourquoi elle est comme ça. Je pense que ça vaut la peine d'expliquer clairement les choses. Vous avez compris que c'était un peu le fil directeur de cette chronique, parce que poser ça à plat va en fait me permettre de mettre le doigt sur un problème qui est très répandu quand on parle de tarot en particulier et d'ésotérisme en général. Quand quelque chose n'est pas expliqué, ça paraît mystérieux. Et quand les choses sont mystérieuses, on peut avoir tendance à aller chercher des explications très très loin ou à se décourager et se dire qu'on comprendra pas.
Je dis que c'est pas la peine d'aller chercher des explications très, très loin comme on fait vraiment souvent en tarot. Je pense vraiment que c'est dommageable d'aller chercher des explications très élaborées pour des choses qui sont vraiment simples, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, je pense vraiment que l'intérêt de tirer le tarot, c'est que c'est un outil qui nous permet de mieux comprendre où on en est, donc c'est un outil qui nous permet de clarifier les choses, de les rendre plus faciles. Et si on se casse la tête avec des considérations cabalistiques en plus, on rend pas les choses plus faciles. C'est d'ailleurs pour ça que, en général, je ne suis pas pour le fait de beaucoup se concentrer sur des éléments de détail en pensant qu'ils sont signifiants, alors que historiquement c'est pas le cas, par exemple. Par exemple, je vois beaucoup de personnes qui se posent des questions sur les couleurs du Rider-Waite. Par exemple, pourquoi la mer est dorée sur le 3 de bâton, pourquoi les ailes de l'ange sont rouges sur les amoureux, etc. Et c'est logique de se poser ces questions puisque Camoin et Jodorowsky ont beaucoup parlé des significations que eux projetaient dans les couleurs de leur jeu à eux. Si vous posez ce type de questions vous permet de trouver des éléments de sens vraiment riches, intéressants, qui vous apportent vraiment quelque chose de concret dans votre tirage par rapport à votre question concrète, alors c'est vraiment très très bien de l'avoir fait, parce que c'est un prétexte pour lancer une réflexion qui peut avoir une vraie richesse. Mais il faut quand même garder à l'esprit que les planches originales du Rider-Waite sont en noir et blanc. Les couleurs ont été ajoutées par l'éditeur juste parce que ça faisait joli. C'est pas Pamela Coleman Smith qui les a décidées, ni aucun occultiste d'ailleurs, ça vendait juste mieux parce que c'était en couleur. Et c'est pareil pour les tarots de Marseille. Le tarot de Marseille le plus connu, le plus authentique, le plus original en tout cas, celui de Nicolas Convert, sur lequel s'est basé Paul Marteau en 1930 pour créer l'ancien tarot de Marseille qu'on achète chez Grimaud, et aussi le même Nicolas Convert sur lequel s'est basé Philippe Camoin, c'est quand même un tarot qui date de 1760, c'est-à-dire plus de 20 ans avant la première mention de la possibilité de tirer les cartes par cours de Guéblin. Avant, les jeux de tarot ne servaient qu'à jouer aux cartes, parce que c'est leur origine historique. Et à cette époque, tous les tarots de Marseille, différents parce qu'il y en a énormément, ont tous des couleurs qui servent juste à faire joli. Et c'est après, très très longtemps après, qu'on s'est mis à interpréter ces couleurs de façon ésotérique. Donc si vous voyez des belles choses dans ces couleurs, si elles vous parlent vraiment, c'est vraiment bien. N'oubliez juste pas qu'il n'y a pas une couleur correcte de le tarot de Marseille qui dise ce que vous voulez lui faire dire, parce que historiquement, des tarots de Marseille différents, il y en a toujours eu énormément, avec une très grande diversité, avec des couleurs différentes, et que l'interprétation ésotérique des couleurs est une projection artificielle et postérieure. Et alors, je ne dis pas que c'est pas bien, parce que si ça vous est utile, ça vous est utile. Donc l'objectif est atteint, et donc vous avez une bonne lecture. Il faut juste être conscient de ça, de cette nature de prétexte qu'a le tarot, et ne pas affirmer à ces moments-là qu'on est dans la vérité, qu'on est dans la vérité historique, alors qu'en réalité, on est dans le ressenti et dans la réflexion personnelle, ce qui n'est pas la même chose. C'est une question d'honnêteté intellectuelle, surtout pour ne pas tromper les personnes débutantes qui n'ont pas forcément fait 10 ans de recherche sur l'histoire du tarot, qui sont là pour apprendre et qui n'ont pas en fait de raison de douter si on leur présente les choses de façon un peu péremptoire ou à la limite trompeuse. C'est pour ça que c'est important d'être clair et d'être honnête avec ce qu'on fait. Si c'est une vision personnelle, c'est très bien, c'est très riche, c'est très intéressant. Mais c'est pas une vérité historique. Ce qui est problématique, c'est de faire passer l'un pour l'autre, et il faut vraiment en être conscient pour ne pas tomber dans les pièges de l'ego. Tout ça pour dire que parfois, quand ça paraît mystérieux, ben, l'explication peut ne pas être mystérieuse ou compliquée du tout. Ça peut être juste une question de bon sens. Et en tarot, plus vous allez vers le bon sens, plus les tirages sont faciles à comprendre, et moins vous risquez de partir dans l'abstraction, alors que vous êtes en train d'examiner une situation concrète. Si aujourd'hui vous avez du mal à interpréter vos tirages, vous pouvez peut-être vous demander si vous n'avez pas tendance à partir trop loin, à réfléchir à des choses trop compliquées. Et quand vous cherchez un praticien pour vous accompagner, pour vous aider à apprendre le tarot, soyez très, très attentif à ça. Est-ce que on affirme des vérités péremptoires ou est-ce qu'on est explicitement dans une réflexion personnelle, dans une réflexion subjective et est-ce qu'on est honnête là-dessus? Donc, dans un tirage de tarot, votre but, c'est de rendre les choses les plus faciles à comprendre possible pour pouvoir réserver votre réflexion à l'interprétation des cartes, parce que c'est ça qui est difficile, c'est ça qui n'est pas évident. Et c'est normal que l'interprétation des cartes ne soit pas évidente, puisque comme le tarot est un outil de réflexion, il demande de réfléchir.
Et comme l'interprétation n'est pas évidente, et que c'est déjà assez compliqué comme ça, il faut faire en sorte que le reste soit évident. Donc, quand vous faites un tirage, vous allez poser chaque carte à un emplacement particulier. C'est ça qui vous permet de lire votre tirage. La carte qui vous représente va vous dire quelque chose de vous, elle va pas dire quelque chose de votre voisin. Donc il faut que vous sachiez avant de la tirer que c'est de vous que vous lui demandez de parler. Comme ça, les choses sont claires. Et c'est nécessaire de décomposer les choses de cette façon parce que sinon, ça devient vraiment trop compliqué de tirer une réponse claire à la question qui vous a amené à tirer les cartes. Par exemple, si vous avez une question sur votre relation amoureuse, ça va pas être clair si on vous donne juste une réponse à l'emporte-pièce. Vous n'allez pas savoir quoi en faire. Pour comprendre une relation amoureuse où on est deux, faut prendre en compte chacune des deux personnes. Et chacune de ces deux personnes est une personne différente, avec une énergie différente, avec un point de vue différent. Donc, si vous voulez comprendre quelque chose à une relation, c'est important de savoir de qui on parle. Donc, c'est important de montrer chacune des deux personnes. Et comme on ne veut pas les confondre, ces deux personnes, il va y avoir une carte pour la première et une autre pour la deuxième. C'est ça vos emplacements. Une carte pour vous, une carte pour l'autre. Ainsi, on peut voir si vous êtes semblables ou différents, quelles sont les deux énergies qui composent la relation, etc. Et dans un tirage relationnel comme celui-là, on va en général ajouter une troisième carte pour représenter la relation. Pourquoi? Parce qu'une relation, c'est plus que la somme des deux personnes qui la composent. Dans une relation, on a notre manière à nous de nous composer ensemble. Ça donne une alchimie particulière. Et pour répondre à votre question sur votre relation, quoi qu'elle soit d'ailleurs, c'est bien de savoir à quoi ressemble votre relation. C'est bien de savoir si elle ressemble plutôt à la tempérance, où on a une énergie d'équilibre entre vos deux points de vue, une énergie de lien, de diplomatie, ou si elle ressemble plutôt au diable ou à la maison Dieu, si vous avez mis en place une dynamique où chacun appuie sur les boutons de l'autre constamment et où vous pétez des câbles tout le temps, par exemple. C'est les mêmes personnes, mais ce n'est pas le même type de relation. Donc, vous avez vos emplacements qui vous permettent de savoir de quoi parlent les cartes que vous avez tirées. C'est absolument crucial, sinon vous ne pouvez pas lire vos cartes. Si vous ne savez pas ce que chaque carte va représenter, vous ne pouvez pas la lire. Parce que vous ne savez pas si la carte va parler de vous, si elle va parler de l'autre, si elle va vous donner un conseil ou au contraire vous mettre en garde contre ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est quand même pas la même chose. Alors que si vous avez votre emplacement bien en tête au moment de tirer la carte, pour vous ce sera évident. Vous demandez un conseil, c'est évident que la carte vous donne un conseil. Vous demandez à quoi ressemble la relation, c'est évident que la carte va dire à quoi ressemble la relation. Et cette valeur-là, c'est l'emplacement qui le décide, ça n'est jamais la carte. Pourquoi? Parce que sinon, on pourrait faire dire n'importe quoi aux cartes. Vous imaginez, ça voudrait dire que je pourrais uniquement lire ce qui m'arrange dans les cartes. Par exemple, si pour ma relation, encore une fois, je tire le diable à l'emplacement qui me représente. Là, c'est un tirage qui pourrait me dire que j'ai des tendances contrôlantes, et ça met mal à l'aise, parce que j'ai pas du tout envie de me remettre en question là-dessus, surtout si c'est vrai. Donc si j'oublie mon emplacement, je vais alors pouvoir faire semblant que la carte représente la relation, et donc me mettre à raconter que, oui, le diable c'est l'autre, et puis moi je suis les petits personnages victimes, parce qu'en fait c'est lui qui est méchant de pas obéir à ce que je veux qu'il fasse, puisque c'est pour son bien. Alors que la carte venait pour me dire le contraire. Vous voyez comme oublier les emplacements amène à faire n'importe quoi comme interprétation. Et au final, un tirage comme ça ne m'a pas amené à voir les choses autrement puisque j'ai cassé le cadre pour m'assurer que la carte dise ce qui m'arrangeait moi. Donc j'ai perdu mon temps. Donc les emplacements sont vraiment le cœur du tirage. Sans eux, la lecture ne fonctionne pas. Il faut absolument pouvoir se rappeler immédiatement de ces emplacements sans aucun effort. Donc, il faut qu'ils soient très intuitifs. Donc déjà, c'est pour ça que moi, je conseille vraiment d'ailleurs de tirer les cartes face visible, c'est-à-dire pas face cachée. Parce que si vous posez votre tirage avec toutes les cartes face cachée, et donc que vous voyez que le dos, elles se ressemblent toutes, donc vous oubliez immédiatement laquelle est laquelle, puisqu'elles sont toutes pareilles. Vous oubliez laquelle vous avez tiré pour vous représenter vous, versus laquelle vous avez tiré pour représenter l'autre, ou la relation, ou le conseil, tout ça. C'est un problème, parce que ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé votre tirage, que vous avez rajouté une difficulté supplémentaire. Alors des fois, on aime bien commencer face cachée parce que ça permet de faire durer le mystère un peu plus longtemps. C'est bien, chacun fait comme il le sent et comme c'est bon pour lui. Moi, personnellement, j'aime pas faire ça parce que pour moi, le but d'un tirage de tarot, c'est de comprendre ce qui se passe, c'est d'apporter de la clarté, donc c'est d'enlever le mystère. Donc si vous tirez les cartes en les retournant à chaque fois, c'est-à-dire en les posant tout de suite de façon à ce qu'on voit clairement l'image sur la table, alors ça devient vraiment facile parce que vous voyez l'image tout de suite après que vous ayez tiré en pensant à votre emplacement. Donc si vous décidez de tirer une carte pour vous représenter, c'est ça l'emplacement, vous, et que vous tirez, je sais pas, l'impératrice,
Bah, c'est vraiment facile de se rappeler ensuite que l'impératrice vous représente vous. Donc ce qu'on veut faire, c'est économiser le plus de neurones possible pour pouvoir en consacrer un maximum à l'interprétation des cartes. C'est pour ça qu'il faut que vos emplacements soient intuitifs, il faut que vous puissiez reconnaître d'un coup d'œil lequel correspond à quoi. Si vous faites un tirage relationnel, bah, lequel correspond à vous, lequel correspond à l'autre, lequel correspond à la relation, c'est super important. Et pour économiser le plus de neurones possible, c'est là que le placement des cartes dans l'espace devient crucial. On a besoin que ce placement permette de comprendre quel emplacement est lequel, d'un coup d'œil, sans réfléchir. Donc il faut que ça corresponde à ce qui est déjà évident pour nous. C'est pour ça que je vous parlais de bon sens tout à l'heure. Donc on va choisir une disposition qui fait sens pour nous, c'est-à-dire qu'il faut que ça corresponde à ce qu'on sait déjà. Et qu'est-ce qu'on sait déjà? On sait déjà beaucoup de choses. Par exemple, on sait lire, et on sait qu'en français, on lit de gauche à droite. Donc ce qui est à gauche est dans le passé, c'est les mots précédents, et les mots qu'on n'a pas encore lus sont à droite, donc c'est l'avenir. C'est pour ça que quand on tire 3 cartes, passé, présent, avenir, la carte du passé est à gauche et la carte d'avenir est à droite. Et si vous avez plus l'habitude de lire l'arabe que le français, vous ferez le contraire. C'est exactement le même principe qu'on va appliquer dans tous les tirages. Si vous êtes en train de faire un tirage sur une relation, il y a la carte pour vous représenter vous, il y a une autre carte pour représenter l'autre. Ça paraît évident que la carte pour représenter la relation soit au milieu, entre celle qui vous représente vous et celle qui représente l'autre, parce que la relation, c'est entre vous et l'autre, ça fait sens. De même, si vous avez envie d'ajouter d'autres emplacements dans votre tirage, dans l'espace, vous allez les poser de façon à ce que ça fasse sens par rapport à la signification que vous leur avez donnée. Par exemple, si vous souhaitez interroger les besoins de chacun dans la relation, ça fait sens que la carte qui représente vos besoins à vous soit à côté de la carte qui vous représente vous. Et que la carte qui représente les besoins de l'autre soit du côté de la carte qui représente l'autre. Sinon, on risque trop de confondre et de plus savoir qui est qui. Plus vous restez du côté du bon sens, plus vous faites des choses en fonction de l'évidence, plus ça va être facile à comprendre. Et je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus parce que le tarot est encore souvent présenté comme quelque chose de très magique, de très mystique, de très compliqué ou inaccessible, alors que le seul but qu'on a quand on fait un tirage de tarot, c'est justement comprendre les choses, c'est avoir une réponse à sa question, c'est-à-dire que les choses soient claires. Et on ne peut pas arriver à cet effet de clarté du genre « Oh là là, Eureka, maintenant je comprends !» si on n'utilise pas les techniques les plus claires et les plus faciles à comprendre possibles. Donc pour poser vos cartes dans l'espace pour un tirage, ce sera toujours aussi simple. Et si on vous demande de faire quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est qu'en fait vous n'avez pas besoin de le faire parce que ça ne va pas vous aider. Pour les autres emplacements, traditionnellement le blocage, vous verrez ça dans la croix celtique, traditionnellement on peut, si on veut, on peut le poser en travers. Dans la croix celtique, on commence par une carte pour vous représenter vous et on pose en travers, dessus, comme une croix, on pose une carte pour représenter votre problème ou votre blocage. Donc, en général, dans ce tirage, on pose la carte problème en travers de la première, comme si on la recouvrait en la barrant. C'est juste une façon symbolique de représenter le fait que ça vous entrave parce que ça vous barre le chemin. Donc, ça vous permet facilement de vous rappeler quelle est la carte du problème et quelle est la carte qui vous représente. Ça ne change absolument pas la lecture de la carte, ça ne change absolument pas sa signification, et la signification de l'emplacement reste identique, mais visuellement c'est assez frappant, donc on comprend que c'est une entrave. Après, si vous avez envie de la poser droite à côté, c'est ok, ça change rien. De la même façon, en général, les cartes pour représenter votre but, ce que vous avez en tête, on a tendance à les poser en haut du tirage parce que la tête c'est en haut. Les cartes d'issue et de conseil, on peut, si on veut, on peut les mettre vers le bas, avec l'idée qu'elles vont représenter ce qui découle de ce qu'on a vu dans les autres cartes, et puis en général, ce qui découle, ça coule vers le bas. Ou alors, si on préfère, on peut les mettre plutôt vers la droite, parce qu'on aime bien le fait que l'issue représente l'avenir, et que l'avenir, c'est à droite. C'est comme on veut. Il n'y a pas de bonne façon de faire, il n'y a que celle qui vous parle, celle qui facilite les choses pour vous. C'est pour ça que si vous avez une carte à gauche, une carte à droite, et qu'ensuite vous savez que vous en avez encore 2 à placer et vous savez pas trop où les mettre, c'est vraiment très important de pas bloquer là-dessus, de pas se casser la tête et juste les placer où vous le sentez. Il n'y a pas de règle, tout ça c'est juste des aides visuelles pour que ça vous parle un peu plus que des cartes qui seraient toutes alignées les unes à côté des autres. Donc si parmi les 2 cartes supplémentaires, vous hésitez entre les placer l'une au-dessus de l'autre ou une à gauche et une à droite, hésitez pas trop, faites ce qui vous paraît faire sens pour vous, tout le monde s'en moque, et si vous ne voyez pas la différence entre les 2 possibilités, c'est qu'il n'y en a pas. Choisissez-en donc une comme ça vient, ne vous embêtez pas plus. Le but c'est de se simplifier la vie, pas de la complexifier.
Le tirage en croix, par exemple, il est comme ça juste parce que ça faisait sens pour ceux qui l'ont posé ainsi à l'origine. D'abord, on va parler du pour, ensuite on va parler du contre, etc. C'est logique qu'il y en ait une d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et après, pourquoi celle-ci à droite, celle-là à gauche? Bah, peut-être parce que c'est plus logique de parler du pour en premier et ensuite de voir ce qui est en contre parce que ça permet d'affiner la vision. Donc, comme en français on lit de gauche à droite, c'est logique de mettre la première chose à gauche. Ou peut-être c'est juste qu'il fallait bien choisir de les poser à un endroit. Donc on l'a fait comme ça et basta. Ça donne une disposition esthétique, c'est bien symétrique, c'est bien équilibré, ça c'est bien aussi. Bon, de toute façon, quand on cherche bien, on peut trouver plusieurs dispositions possibles pour le tirage en croix, donc c'est bien que c'est pas si important que ça. Après, la disposition des cartes, c'est juste une aide pour que ce soit visuellement plus simple de vous rappeler de quelle carte représente le passé, quelle carte représente l'avenir, etc. C'est important de ne pas confondre le passé et l'avenir, surtout si on veut faire une prédiction, n'est-ce pas? Mais si vous n'avez pas besoin de ces aides visuelles, bah, vous pouvez tout à fait poser toutes vos cartes en ligne, les unes à côté des autres, et complètement ignorer le fait que vous pouvez les poser à des places symboliques particulières. Alors à ce moment-là, il faudra quand même faire attention à ne pas confondre vos cartes, mais ça marchera bien si vous avez noté vos emplacements sur une feuille de papier. Par exemple, si vous avez un tirage à 7 cartes et que vous avez posé les 7 cartes les unes après les autres en ligne droite sur votre table, bah c'est bien d'avoir la liste de vos emplacements écrite à côté pour vous souvenir que la troisième carte en partant de la gauche, c'est les influences extérieures et que la cinquième carte en partant de la gauche, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Parce que si vous confondez les emplacements, encore une fois, votre tirage dira n'importe quoi, soit il sera hyper confus, soit il ne correspondra qu'à ce que vous avez envie d'entendre. Bref, si vous avez la flemme de noter vos emplacements sur une feuille de papier pour vous y référer tout le temps pendant votre lecture, eh ben ça vous aidera de les poser dans l'espace d'une façon qui fasse sens pour vous. Je pense vraiment que la chose à retenir, c'est de ne pas aller chercher trop loin, de ne pas supposer qu'il y aurait des raisons très mystérieuses à quelque chose qui peut n'être que du bon sens, de base, et de se faire confiance. Parce que vous posez vos cartes où vous voulez, c'est aussi une question de praticité, selon que vous avez de la place pour faire votre tirage sur la table ou pas. Donc prenez votre tarot et allez-y simplement. Je vous souhaite de bonnes lectures et de belles réflexions. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!